viens de nous rappeler que notre ami Joseph vient de publier un petit livre, mais un petit livre qui peut-être au départ disait certaines choses que le temps nous inspire, mais qui est finalement plein de découvertes. Et je voudrais partager avec vous cette découverte aujourd'hui. D'abord, mon cher Joseph, le titre qui effectivement m'inspire Oui. est Bruxelles, Babel, Babylone, quand même, et autres lieux, voilà. Donc, on arrive à un Bruxelles mythique, puisque tu dis joint Babel, Babylone, Babel. Alors, on pense évidemment à la diversité des langues, on pense à l'effort collectif, à l'orgueil de la ville, etc. Et puis, Babylone, alors ça, c'est effectivement la société décadente, Pas tout à fait mercantile. ce Bruxelles-là, quoi. Qu'est-ce que tu as voulu faire? Finalement, tu as voulu partir de Bruxelles. Qu'est-ce que tu as voulu faire? C'est une histoire qui remonte déjà longtemps. C'est un poème. J'ai beaucoup de poèmes qui ont paru en revue aux élitres du Hanneton, quand Émile Gastaman a dirigé, et qui n'ont jamais été publiés en recueil, parce que je ne publie pas beaucoup. Je n'ai pas eu beaucoup de temps non plus. Et là, il s'est passé quelque chose dans ma vie. Pendant au moins 15 ans, je n'avais plus écrit un petit peu parfois, mais je n'ai plus rien publié. Je n'ai plus aucun contact avec les milieux littéraires. Et puis, un beau jour, je m'y ai terminé. J'étais assez malade aussi. Enfin, ça, c'est des histoires, ma biographie n'intéresse que moi. Et voilà, j'étais avec ces textes. Et puis, je me suis rendu compte que Albert Aiguepars habitait à un petit kilomètre de chez moi, quoi. Et un beau jour, j'ai pris mes textes, j'ai été frappé chez lui, je lui ai donné mes textes, je lui ai dit, voilà, c'est pour vous, et je suis parti. Je ne pensais pas qu'il allait en faire quelque chose, et puis il m'a publié dans la revue à l'époque, qui était donc le Marginal, hein, un de ses textes, et voilà, j'étais reparti. Et alors, ce poème, Bruxelles, Babel, Babylone, que je vais lire donc chez Émile Gastaman, que j'ai écrit plus tard, raconte un petit peu aussi. Il y a une petite allusion à la rue Marconi. Et c'est en fait le trajet du poème, c'est celui que je faisais pour aller. Je travaillais à Diegem, et comme il y avait mes ententes entre les services de tram francophones et néerlandophones, la firme était obligée de louer des bus qui faisaient le trajet de Gare du Midi, Gare du Nord, et puis Diegem. 2-3 bus le matin et le soir. Et le matin, j'étais en forme. J'habite à Uccle, près de la place Van der Kinneren pour les Bruxellois. Et j'aimais bien partir à pied pour aller chercher ce bus, donc. Et ce que je raconte, c'est un peu le trajet que j'ai fait surtout avec mon épouse aussi, quand le samedi on allait au marché, des choses pareilles. C'était toutes les petites boutiques d'une rue que j'aime bien. Il y a la chaussée de Waterloo et la chaussée d'Olsenberg. Voilà. C'est un milieu très, très populaire et surtout très, très varié, très, très vivant, quoi. Je crois que nous avons la chance, on peut bien le dire, à Bruxelles, de ne pas avoir, en tout cas à Uccle et à Saint-Gilles, pas des massifs d'étrangers, quoi. C'est plus mêlé, c'est beaucoup plus mélangé. À Saint-Gilles, il y a un quartier où il y a beaucoup de Portugais, avec des restaurants portugais, il y a espagnol, il y a un peu de tout, quoi. Et ce que je raconte là-dedans, c'est tout ce trajet, et qui finit alors un peu par un petit feu d'artifice, quoi. Pas un hymne, mais écoute-les chanter Bruxelles, écoute-les crier, écoute-les pleurer dans toutes les langues de la vie, et gratter sur la guitare des anges les falbalas de la nostalgie. Gare du Midi, Bruxelles ouvre les bras, comme une ville qu'on crucifie, pour mieux accueillir tout ce monde-là, qui va, qui vient, qui chante et crie. Bruxelles, Bruxelles, ouvre-toi. Bruxelles, Babel, Babylone. Ici, les étrangers sont autochtones. Je veux dire, nous avons aussi cette chance, et je le vois dans mon quartier aussi, il y a maintenant toutes les nationalités, cette chance qu'il n'y a pas de problème majeur entre les étrangers, en gros, et
et les Belges, je vais dire. Oui, je ne t'ai pas, Joseph, je ne t'ai pas présenté parce que je crois que c'est absolument inutile de te présenter. Chacun te connaît. Mais qui connaît-on quand on parle de toi? Mais je crois qu'on connaît d'abord l'homme de communication, de savoir. Oui. Tu nous l'as encore rappelé à Berck-sur-Mer, tu es un homme de savoir. Tu es un homme de rassemblement aussi, puisque tu t'es occupé pendant de longues années de l'Association royale des écrivains wallons. Et ce qu'il y a, c'est que tu es également un homme de famille, tu es fidèle, tu es un homme familial et fidèle. Mais voilà, et tout cela ne veut peut-être pas dire grand-chose de toi, parce que ce qui me paraît important de toi, et maintenant je commence à le comprendre mieux, c'est que pour toi, tout est poésie. Tout ce que tu fais, tout ce que tu vis, et même tes silences sont des poèmes en perspective. Est-ce que je me trompe? Non, c'est tout à fait juste. Et mon idée, je n'ai pas une définition de la poésie qui peut servir à tout le monde. Je crois que chacun a sa propre définition. Et les définitions toutes faites, j'aime pas trop. J'ai toujours été un peu porté à ruer dans le brancard comme ça. J'avais un père militaire très, très strict, très sévère, et j'ai pris l'habitude de ne pas me laisser faire, quoi. Et pour moi, effectivement, tout est poésie, et la poésie doit être à l'image de la vie, comme Martine le disait. Il y a aussi un peu de surréalisme, il y a un peu de tout, quoi. Il y a un peu de choses des choses qui ressemblent à la prose, il y a des choses drôles, comiques, comme la désinvolture des apothicaires, pour ceux qui ont lu déjà le livre. Puis il y a des choses beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus tristes parfois, comme le Grand Mur Blanc. Oui. C'est-à-dire, nous avons le même âge, Michel a quelques jours près même, je pense. Hein. Je le crains, oui. Oui, je le crains aussi. Et il m'arrive de plus en plus souvent de songer à la mort, mais pas d'une façon lugubre, mais comme quelque chose qui est tout à fait dans l'ordre normal des choses. Je songe un peu à nettoyer la maison qui est pleine de livres dans la cave au grenier en me disant qu'est-ce que mes petits-enfants, qu'est-ce que mes héritiers vont faire après moi de tout ce bazar. Je sais pas. Donc voilà. Et il y a ce texte, Le Grand Mur Blanc, que j'ai écrit, que j'ai traduit en wallon, que j'ai aussi écrit en wallon, publié quelques livres en wallon, notamment un récit de mon enfance entre 1 et 7 ans. Je ne vais pas plus loin parce qu'après on risque de blesser des gens si on va des contemporains, quoi. Et ça, c'est une chose que j'aime pas. Mais même en prenant de 1 à 7 ans, j'ai quand même eu des réclamations. Dans cette année sur 6. Je parlais de mes petites copines à l'école primaire, et il y en avait une qui avait dit elle était rousse et elle pleurait toujours. Et puis un soir, un peu après que le livre était paru, allô Joseph, ici c'est Violette. J'ai lu ton livre, je suis content que tu parles de moi. Mais je ne suis pas rousse. Et je pleurais, c'est parce que l'instituteur était sévère avec moi. Ce que je voulais rappeler aussi, Joseph, parce que ça ne paraît pas à première vue, mais seulement quand tu parles de Bruxelles, Babel, Babylone, avec une belle allitération, ce qui m'interpelle, moi, c'est ta découverte de Bruxelles en qualité de marcheur. C'est ça, oui. Et tu n'es pas le premier marcheur, bien sûr. Les poètes marcheurs, nous en connaissons, les écrivains marcheurs aussi. Oui. Je pense à Odilon Jean Perrier, qui est le premier marcheur de la place Stéphanie au bois de la Cambre, et voilà, qui nous a laissé une belle trace de Bruxelles. Plus près de nous, je pense à Jean-Baptiste Barognan, qui a toujours dans ses poches quelques pages dans un carnet, et puis qui prend des notes et qui traverse Bruxelles. Et nous avons connu ici notre regretté Emile Kesteman, qui également parcourait les rues de la ville de Bruxelles en prenant des notes. Tu t'es inscrit, je suppose, dans ce marcheur-là. Avec cette remarque que moi je suis un petit paysan au fond. J'ai passé toute mon enfance à la campagne, plus 6 ans d'internat, plus 2 années de candidature à Namur, plus Louvain, mais enfin Louvain
où ils n'étaient pas tellement la ville. Et puis après, on était amenés à venir habiter à Bruxelles. Et là, j'ai mis, mon épouse est là, elle pourra vous le dire, énormément de temps à m'habituer à Bruxelles. Parce que j'étais habitué à courir les bois, les champs. Et puis là, il y avait les passages pour piétons, il y avait des voitures dans tous les sens. Ouh là 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 là. Je lui serrais le bras au moment où il fallait traverser la rue. C'est vraiment un petit paysan perdu dans Bruxelles. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je n'ai jamais appris à conduire, parce que je conduisais un tracteur quand j'étais jeune, mais conduire une voiture à Bruxelles, il n'y a pas question, d'autant plus que je suis très distrait. Donc voilà un petit peu et évidemment, tout ce monde de la chaussée d'Alsemberg, venant de la campagne, tout ça m'impressionnait fort, et c'était un autre monde qui était un peu déroutant, mais qui avait surtout un énorme potentiel de sympathie. Beaucoup de ces commerçants sur les marchés, notamment, j'adore mon épouse aussi d'ailleurs, nous adorons tous les marchés, c'est un endroit de rencontre, de conversation. Donc voilà, je suis j'allais dire en latin, un extraneus, un étranger venu à Bruxelles. C'est peut-être pour ça que j'ai célébré les étrangers, quoi. En parlant de ce que tu pouvais dire ou écrire, eh bien Martine nous a tout de même, elle dit la même chose que moi, c'est-à-dire que dans ta poésie, en tout cas dans ce recueil-ci, il y a un ensemble de nuances, d'impressions, de sensations, bref, il y a un champ poétique, Oui. et Martine a parlé comme j'allais le faire d'ailleurs, a parlé de Jacques Prévert, et c'est vrai, j'ai relevé aussi chez Jacques Prévert, par exemple, on se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière, alors essayons malgré tout de profiter à fond du temps qui nous reste. C'est un peu le sens de ce récit. Et puis, je ne sais pas, mais moi j'ai trouvé qu'il y a du carême aussi en toi, mais le carême dans le sens du jeu. Et là aussi, j'ai relevé, notamment chez Carême, ces quelques mots qui, je crois que tu vas souscrire à ce genre de poème. Il y a le vers du cerfeuil, il y a le vers de terre, il y a l'endroit et l'envers, l'amoureux qui écrit en vers, le verre d'eau plein de lumière, la fine pantoufle de verre. Ça, c'est du Botson aussi à l'occasion. Oui, un peu de ça. Il y a un peu de ça, oui. Et on pourrait peut-être dire quelque chose d'un peu drôle pour pas trop assombrir. Il y aurait quelque chose de triste après. Ça s'appelle Sans queue ni tête. Là, c'est un peu je ne sais pas si Carême, je n'ai pas beaucoup pratiqué Carême, si quand même, je le connais un petit peu. C'est un poème qui raconte une histoire, un peu une fable, qui, comme le dit le titre, n'a ni queue ni tête. Il n'y a pas de morale. Un oiseau sans tête dit à un poisson sans queue: c'est fou ce qu'il est distrait, mon boucher. Vois comme il m'a ficelé. Bientôt plus personne n'osera me manger. Et avec cela, ce sera tout, madame. Non, mettez-moi aussi 100 grammes de boudin pour le chat. Voilà, madame, ce sera tout, madame. Comme il n'avait pas l'air content, elle lui répondit: non, mettez-moi encore 20 grammes. Ce sera pour la souris. Non, mais se dit le boucher en grommelant entre ses dents, elle me prend pour qui? Et pendant que le boucher avait le dos tourné, l'oiseau sans tête défait son paquet, qui était mal ficelé. Il s'est envolé, poursuivi par le boucher, par la dame et le chat et la souris, qui ne l'ont jamais rattrapé. Un autre chat qui passait par là est entré dans la boucherie en catimini. Il a mangé le boudin et le poisson sans tête. Excusez-moi les petits, l'histoire finit ici, l'histoire finit ainsi, parce que je n'ai plus de rime. C'est ce qui arrive aux poètes quand ils racontent des histoires sans queue ni tête. Voilà. Donc il y a ces jeux. Il n'y a pas de morale. Hein, mais justement, on parlera de la morale ou de la moralité par après. Mais ce que je voulais dire, et tu vas trouver étonnant, pas la comparaison, mais le mélange savant de pensées poétiques qui traverse le lecteur quand on lit ton livre. J'ai pensé à ceci, tu vas reconnaître bien sûr notre Rimbaud. Petit poucet rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était
à la grande ours, mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Il y a de ça aussi dans ton livre, tu vois. C'est un ensemble d'impressions poétiques qui me viennent à cette lecture, peut-être plus complexe qu'on l'imagine, parce qu'au départ, bien entendu, on sent bien que il y a le regret, la nostalgie du temps qui passe, tout ça nous comprenons fort bien, et tout ça est très bien écrit. Mais il y a plein d'autres choses intéressantes, notamment ce qui me passionne, c'est, on parle de poésie, bien entendu, la poésie, la rime, la musique traditionnelle de la poésie, nous la connaissons et reconnaissons chez toi. Mais je veux dire que ce qui m'intéresse le plus, c'est ton côté fabuliste. En fait, c'est un peu comme si tu nous racontais des fables. Et des fables sous forme de jeu qui sont extrêmement agréables à écouter. Est-ce que tu te reconnais quand je dis que le poète Botson est avant tout un fabuliste? Oui, bien sûr. J'aime raconter des histoires. Tu racontes des histoires. Ça me rappelle que nous avions à la maison souvent deux de nos petites filles qui étaient toutes petites, on les tenait dans ses bras, des jumelles. Et quand j'étais un peu plus grande, j'avais commencé, quand je les gardais, à leur raconter des histoires. Et puis, à un moment, comme l'histoire de Sans queue ni tête, je restais accouillard parce que je ne trouvais plus rien. Et alors, une des deux me dit, « Mais tu peux mentir, tu sais, tu peux mentir. » Eh bien, ça, c'est le début de la littérature. La littérature, c'est quoi? C'est du mensonge. Oui, oui. C'est du mensonge. Et en pensant à ce que j'allais te poser comme question, je me dis, mais voilà, je vais vous présenter Joseph au pays des merveilles. C'est un peu ça, les merveilles, c'est évidemment les merveilles que tu trouves par exemple à Bruxelles, et tu en parles vraiment, vraiment bien. Mais tu en parles en passant d'une fable à l'autre. Oui. En fait, tu as plein de choses à raconter. Je me doute bien que si je t'interroge encore plus avant, je crois que tu vas développer le poème pour en faire un récit. Le fabuliste, j'avais commencé par parler du fabuliste, mais j'y reviens. Tu passes d'une fable à l'autre, d'un refrain à l'autre, parce que chez Joseph, il y a la chanson aussi, hein, il y a le refrain, il y a la chanson. Tu chantes dans ton récit, tu chantes très souvent, et on t'écoute écrire, ce qui est quand même quelque chose de curieux, mais on t'écoute écrire, effectivement. Et intéressant aussi, c'est que tu emploies une langue commune. Tu ne vas pas chercher des mots difficiles. Par principe. C'est une langue commune, mais cette langue commune te convient bien. Est-ce que c'est un choix délibéré? Oui, c'est délibéré. Quand j'ai écrit ce livre de souvenirs qui faisait quand même 200-300 pages sur mon enfance, j'écrivais pour les gens de mon village, qui pour la plupart n'ont pas fait d'études supérieures, et je voulais que le plus petit d'entre eux puisse tout comprendre. Il n'y avait rien de... Je crois qu'il n'y avait pas un seul mot... C'était en wallon d'ailleurs. Il a été traduit en wallon. D'abord écrit en français, puis traduit en wallon. Regarde, j'écris parfois aussi des choses très courtes ici. C'est même pas... C'est pas assez grand pour faire un haïku. Il manque un morceau. Avant la pluie, l'oiseau qui chante avant la pluie a perdu 3 petites plumes rouges sur la margelle du puits. Un dentissolos. Voilà. Sur des instantanés, c'est quoi? Comment on se promène dans la nature et puis on voit des trucs et puis alors parfois c'est plus... Ah tiens, j'aimerais bien lire un livre un poème texte, que je dédierais à mon épouse. À la fête de Noël, chez nos petits-enfants, j'avais lu quelques textes qu'ils m'avaient demandé, et là, l'un d'entre eux a choisi celui-ci comme celui qu'il préférait. Et il convient tout à fait à Nadine. Ça s'appelle Souris-fourmi. Souris, sourire, c'est pas la souris. Souris-fourmi, je ne sais quel nom te va le mieux. Tu es toute petite et tu trottes, tout le temps tu souris. Tu es toute vieille, tu portes le fardeau de la jeunesse,
En chacune de tes rides, tu prêtes peut-être à rire, mais sans intérêt. Tu es jeune, plus jeune qu'aucun de nous. Ton nom m'apporte peu, mais je t'en prie, souris, fourmi. N'arrête pas de sourire. Voilà, et il y a donc ces choses qui sont simples, directes, très beaux. C'est très beau. Et il y a aussi dans ces fables, je dirais plutôt fables que poèmes, des trouvailles. Écoute le cri des mouettes, syllabe d'une langue oubliée. Syllabe d'une langue oubliée. Je trouve ça très beau. Et ce que je voulais te dire, Joseph, c'est, je reviens au promeneur. Le promeneur qui concentre ses humeurs du temps, ses humeurs du jour, à voir les façades, à voir les rues que tu traverses. Et je vais citer quelques-uns de tes vers que je trouve tout de même étonnants. Quand je descends vers le midi, aux premières lueurs de l'aube, place Constantin-Meunier, l'hiver n'est pas encore fini, les feuilles mortes craquent sous mes pas, avenue Albert, rue Marconi, tout parle ici d'Albert et Gepars, c'est fou comme les automnes passent, chaussée d'Alzenberg, deux marchands de jouets en bois, etc. Eh bien, je trouve que, en fait, ta manière de faire, elle est finalement extrêmement simple. Oui. Tes yeux appellent la poésie et tes textes appellent la poésie aussi. En fait, tu ne cherches pas à composer, tu composes naturellement. J'ai cette impression-là. Tu n'es pas quelqu'un qui va chercher les mots choisis, les beaux mots, etc., ceux qui font vraiment sensation. Tu vas chercher les mots simples, mais seulement tout est poésie. Alors voilà, tu parlais, quand tu as lu tout à l'heure, il y a les falbalades de la nostalgie. Ça, c'est bien, ça, c'est beau, ça, les falbalades de la nostalgie. Alors on va chercher ce que c'est que les falbalades et on l'associe à nostalgie. Et alors c'est marrant parce que le lecteur, lui, il réinvente ta poésie, tu vois. Oui, bien sûr. Et ça, c'est très important. Ben, toujours dans Babylone, c'était vraiment tout le trajet jusqu'à la gare du Midi. Et c'est assez étonnant parce qu'à un moment donné, bon, il me fallait retrouver des trucs. Il y avait la rue de Mérode. Et puis, rue de Mérode, il y avait un prince de Mérode qui a été commandant des troupes du pape dans la guerre de l'indépendance italienne. Et rue de Mérode, un zouave pontifical en maraude, ben, ça allait tout seul, hein. L'un appelait l'autre. Et puis, alors je suis arrivé sur le boulevard, pas loin de la Porte de Halle, il y avait une cour, c'était encore l'hiver, et puis tout d'un coup, il y avait un oiseau, un arbre tout seul, comme ça, et plein d'oiseaux. On n'entendait pas un oiseau ailleurs, mais là, c'était vraiment un concert, quoi. Et bien, c'est là que j'ai eu cette idée-là, cette image-là. Révélation. Alors, je voudrais encore te dire deux petites choses, et puis on en terminera là, Oui. si tu veux bien. Je repense à mes marcheurs, notamment un marcheur qui m'est tellement cher, Odilon Jean Perrier, que j'adore. Oui. Au bout de l'avenue Louise, la fontaine des poètes. Je t'offre un verre d'eau glacée, n'y touche pas distraitement, il le prix d'une pensée sans ornement. Toi, tu reprends, non, tu ne reprends pas, tu prends, tu ne reprends pas. Mais tu dis, je t'offre l'ombre et la clarté, l'ordre et la confusion. Alors ça, c'est extraordinaire. Je t'offre l'ordre et la confusion. Tu pourrais expliquer ça? Parce que la vie de tous les jours est faite de ça. Hein. Oui. Il y a des choses qui semblent aller toutes seules, que c'est l'ordre, et puis il y a des jours où plus rien ne va. On se dispute, on se perd. C'est bon encore juste de lire ce poème que j'avais composé pour l'enterrement de ma mère, et qui s'appelle Le Grand Mur Blanc. C'était un peu ma façon. Je ne suis pas croyant ni pratiquant, je ne suis pas non plus anti. Simplement, il y a des choses qui sont là, quoi. Et c'était une réflexion sur la mort, disons, une façon de la voir, qui est au fond simplement un point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du grand mur blanc? Certains soirs, on entend des cris, des rires, de femmes ou bien d'enfants, et puis parfois on n'entend plus rien, comme s'il n'y avait rien,
de l'autre côté du grand mur blanc. Un jour peut-être irons-nous mêler nos vieilles voix à tous ces bruits que l'on entend, murmures de sources, froissements de branches, rires et jeux d'enfants, de l'autre côté du grand mur blanc. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est très beau. Je voudrais te dire, pour terminer, Joseph, que finalement, la sagesse qui ressort de ce livre, elle est étrange. C'est Oui. pas tout à fait la sagesse. L'humour n'est pas tout à fait l'humour non plus, parce que on tourne évidemment vers la catastrophe, vers le temps qui passe, etc. Mais il y a le bon sens et l'humour en même temps. C'était très étrange. Oui. Tu vois? Et alors, ce sont des vertus cardinales. Moi aussi, je vais faire un petit transfert, je dirais. Il y a des moments où tu me rappelles Clément Marot, qui fonctionnait un peu comme toi. Oui, c'est ça. Voilà, oui. qui lui aussi aimait marcher et qui lui aussi voyait la vie d'un œil particulier. Oui. En fait, ce qui est important pour le lecteur, et ça je crois qu'on va peut-être terminer par là, et tu nous le montres avec quelle persuasion, ce n'est pas les choses que tu découvres, parce que nous connaissons la place Constantin-Meunier, oui, mais c'est le regard que tu portes sur les places. Et pour tout ceci, je te remercie, Joseph. Ben, c'est moi qui te remercie, mon cher Michel.